Eh bien, bonsoir à tous ceux qui sont présents et nous allons ce soir travailler ensemble sur un sujet qui est brûlant dans le monde d'aujourd'hui. En effet, on dit que l'information, puisque nous allons parler de l'information, on dit que l'information est le véritable pouvoir. Mais habituellement, c'est nous qui avons le pouvoir. Or, dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, le monde a changé et on va se poser une vraie question. Est-ce que l'on est capable, par soi-même, de nous adapter dans un monde saturé d'informations? En effet, nous sommes dans un monde qui est très difficile. C'est un monde d'information, un monde qui nous oblige à nous adapter dans ce qui n'est pas simple, c'est-à-dire l'ère numérique qui nous entoure. Alors d'abord, quel est l'impact sur notre vie quotidienne? Eh bien, l'impact, c'est cette difficulté à garder notre pouvoir. En effet, l'information a pris le pouvoir sur nous. Alors, la question, en effet, nous sommes dans une surabondance d'informations. Nous sommes littéralement noyés, submergés d'informations. Une rapidité. En effet, le monde de l'information va provoquer ce que vous vivez tous les jours. C'est-à-dire le monde semble aller très vite. On n'a plus le temps de se poser. Tout doit être très rapidement fait. Tout doit être rapidement bouclé. On est continuellement sollicité pour aller vite, et toujours plus vite, et encore plus vite. Que ce soit nous, les adultes, mais c'est aussi le cas des enfants. Sans compter la manipulation. Alors en effet, posons-nous la question, est-ce que nous sommes capables, nous-mêmes, de vivre dans ce monde saturé d'informations? Souvenez-vous bien de cela. Est-ce que je suis capable, moi-même, tout seul, de m'adapter dans un monde où l'adaptation est, nous allons le voir ce soir, des plus difficiles? Alors, ce soir, nous vivons une époque inédite. Alors la question, c'est ce soir, je vous propose une pause. En effet, un moment pour reprendre la main, pour mieux vous adapter dans ce monde submergé d'informations et surtout pour reprendre ce fameux pouvoir dont je vous ai parlé en introduction sur ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Ainsi, l'atelier pratique que je vais proposer en fin de séance, en effet, nous permet de nous libérer l'esprit de tout ce qui l'encombre, de tout ce qui le sature. Et l'information est au premier plan. Alors donc, on va parler d'une époque. En effet, regardez, ici, c'est le monde d'hier. Et ça, le jeune que vous voyez à droite, c'est le monde d'aujourd'hui.
L'homme d'il y a 100 ans, versus de l'autre côté, ce que nous allons voir, l'homme moderne, c'est-à-dire le monde dans lequel vous vivez. Alors, parlons d'il y a 100 ans. Alors, en effet, il y a 100 ans, on va prendre un exemple vers 1925. La vie quotidienne était très différente. En effet, elle était d'abord beaucoup plus locale, elle était répétitive, elle était adaptée, cette vie. Il n'y avait pas ce besoin de pression pour aller vite, et encore plus vite, et toujours plus vite. Alors en effet, nous allons maintenant nous rendre compte qu'on s'est toujours informé. L'information a toujours été le pouvoir. Mais on va voir que le pouvoir d'il y a 100 ans était très très différent du pouvoir de notre monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La vie quotidienne était plus facile. Les sources d'information, on va voir pour justement, en ce qui concerne le monde dans lequel nous vivons, étaient beaucoup plus limitées qu'elles le sont aujourd'hui. En effet, qu'est-ce qu'on avait? En 1925, on avait des journaux, on avait la radio, on avait des affiches, bien sûr, pour les publicités, et nous avions surtout des livres. Et aujourd'hui, nous sommes en train de perdre le sens de la lecture. Nous avions le temps de nous entretenir avec les autres. On avait le temps des conversations. On pouvait, alors, un peu de radio à partir de 1920, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais l'homme, l'humain d'il y a 100 ans n'était pas dans cette saturation d'informations. Si nous prenons une personne qui est très adaptée dans son environnement, on ne nous a pas attendu pour nous adapter dans les environnements difficiles, qui était dans un pays industrialisé, on peut considérer, il y a eu une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps, ce serait quelques milles à quelques milliers de mots par jour que l'on trouverait dans les journaux, dans les courriers, dans tout ce qui va être les moyens, les véhicules d'information d'il y a 100 ans. Les stimuli sensoriels, nous allons voir tout à l'heure, les stimuli sensoriels ont une importance considérable dans l'information. Or, les stimuli sensoriels, qui sont utiles, naturellement, pour la vie et les tâches de tous les jours, étaient beaucoup plus limités. Nous allons nous en rendre compte. Je vous raconterai une expérience qui a été menée par l'intelligence artificielle en Californie et qui va en surprendre plus d'un. Vous verrez la différence qu'il y a entre ce qui se passait il y a 100 ans avec l'information et ce qui se passe aujourd'hui pour la plupart d'entre nous. Alors, nous voilà maintenant dans le monde numérique, dans un monde qui est connecté, saturé de médias. La télévision, nous sommes saturés
d'émissions de télévision. Vous ouvrez la télévision, vous avez des informations, une information en suit l'autre, elle sépare, elle cherche à pousser l'information précédente, comme s'il fallait absolument aller très vite, il faut très vite assurer l'information. Alors, nous allons avoir en effet une saturation par tous les médias. Et une saturation qui est relativement récente, ce sont les réseaux sociaux. Ça va jusqu'à saturer l'esprit des enfants, comme nous allons voir tout à l'heure. Une étude de l'Université de Californie, alors les chiffres que je vous propose, vous les prenez avec précaution. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un gigaoctet ? Eh bien, c'est l'unité de mesure de l'information. Alors, en effet, on estimait en 2009 qu'un Américain consommait un nombre très important d'informations par jour. Vous avez vu tout à l'heure, c'est à titre de comparaison. On n'est pas sur 1000, 100 000 mots. On a vu que l'homme de 1925, lui, il avait à sa disposition environ 1000, quelques milliers de mots. Aujourd'hui, tous ceux qui sont confrontés aux médias ont plus de 100 000 mots lus ou entendus. Et tenez-vous bien, tout cela, c'est par jour. Et on peut dire que depuis 2009, les chiffres ont changé, ils ont augmenté dans des proportions considérables, et notamment avec les smartphones. Observez bien, lorsque vous êtes dans la rue, tout le monde a son téléphone accroché à ses oreilles. Quand vous êtes avec des amis, eh bien, chacun va prendre son téléphone. Là, j'ai en face de moi un bar où il y a une terrasse, et il y a beaucoup de monde. Eh bien, c'est très troublant. On a l'impression que les personnes sont seules. Ils sont là, de temps en temps, ils répondent à l'un, ils répondent à l'autre, mais ils cherchent à lire leurs SMS sur les téléphones. Ils sont appelés au téléphone. Et on peut dire qu'aujourd'hui, 100 000 mots, pour moi, ça ne représente rien. Mais l'expérience qui a été menée en Californie, alors là, elle est extrêmement significative. Et ces chiffres augmentent de jour en jour. Hein. Donc là, voyez-vous, alors, votre cerveau, regardez un peu cette image, elle est une représentation caricaturale de ce qui se passe au niveau du cerveau. Mais votre cerveau, il est complètement envahi d'informations. Ça commence le matin, que dis-je? Ça commence la nuit. Savez-vous que votre cerveau travaille autant la nuit que le jour? Ah, ça va en surprendre peut-être plus d'un là qui entend cette conférence. Et croyez-moi, je dis les choses qui sont prouvées scientifiquement. En effet, votre cerveau, quand je dis reçoit autant d'informations la nuit que le jour, c'est parce que il ne fait aucune différence entre ce qui est rêvé et ce qui est vécu. Autrement dit, pour un cerveau, ce que vous rêvez, c'est exactement, il se comporte, il reçoit les informations sous forme d'images, de sons, les émotions,
il les reçoit exactement comme dans la vie diurne. Alors imaginez qu'en plus, dès que vous vous réveillez, allez, c'est une avalanche d'informations qui vous tombe sur le cerveau. Ainsi, jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons eu autant de possibilités de nous informer. On est informé sur tout. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut aller très vite. Une information en chasse une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et on aimerait bien pouvoir l'interrompre, cette information. Tiens, celle-là, elle m'intéressait bigrement. Je n'ai pas le temps. C'est impossible. Allez, c'est une autre information qui a remplacé l'information qui m'intéressait. J'espère que vous suivez à la cadence où je suis en train de mener ma conférence. Eh bien, c'est la cadence de l'information. Je vous donne ici, par tout à fait comme référence, on voit il y a 100 ans et puis aujourd'hui. Alors regardez bien les différences. Il y a 100 ans, on avait plus ou moins 1 ou 2 gigaoctets d'informations. Aujourd'hui, chaque personne reçoit entre 34 et 50 par jour. Les mots exposés par jour. Ceci est à prendre avec beaucoup de précaution, hein. Mais c'est pour vous montrer la comparaison. En effet, un homme moyen, en 1925, avait à peu près à sa disposition entre 3 et 10 000 mots par jour. Vous, aujourd'hui, vous, chacun d'entre vous, vous avez au moins 100 000 mots par jour. Est-ce que vous en êtes conscient? Votre cerveau en est complètement saturé. Alors, nous allons parler ce soir des stimuli visuels. Alors, les stimuli visuels, c'est très important. Vous allez le voir, pour pouvoir faire le tri, la sélection de ce qu'on peut garder, de ce qui est utile, de ce qui est essentiel et de ce qu'il nous faut, au contraire, éliminer et rejeter. On parle de 10 à 100 stimuli visuels en une journée, en 1925. Aujourd'hui, nos enfants sont exposés à plusieurs milliers. Le cerveau d'un enfant traite plusieurs milliers de stimuli dans sa journée. Alors les sources étaient, il y a 100 ans, n'étaient pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. D'abord, elles étaient locales. Ah, on vivait tranquillement, à notre rythme. On ne cherchait pas à dépasser les autres. On était dans des sources qui étaient locales avec quelques médias que nous choisissions pour, il y a 100 ans, la radio, par exemple, les journaux. D'ailleurs, on voit les photographies des périodes d'il y a 100 ans ou des films, et vous voyez en effet les personnes qui s'informent en lisant le journal. Nous, aujourd'hui, l'information, elle n'est plus locale. Elle n'est même pas européenne, elle est mondiale. Et
elle correspond, cette information mondialisée, elle nous est transmise par les multiples écrans, ce qui ne rend pas la vie facile à votre cerveau. Le rythme de la vie, il y a 100 ans, était calme, posé, lent, prévisible. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de possible de cela. En effet, nous sommes dans un rythme. Le terme rapide ne convient même pas. On est dans un environnement qui nous oblige à fragmenter le rythme de notre vie. Alors posez-vous une question, et une question centrale. Comment, moi personnellement, je vis dans ce monde d'information? Je vous propose un instant de pause pour vous poser cette question. Comment vivez-vous? Comment vivez-vous ce monde désarticulé, ce monde au rythme effréné? Comment vivez-vous dans ce monde, et est-ce que vous vous adaptez? Je vous ai préparé, regardez le cerveau, il reçoit une avalanche d'informations et il reçoit une avalanche d'informations par seconde. En effet, je vous ai préparé 2 graphiques à titre de comparaison. Regardez l'information consommée, une information se consomme, que ce soit en 1925 ou en 2025. Eh bien, regardez bien, il y a 100 ans et aujourd'hui, eh bien, je vous laisse digérer ce petit graphique et surtout ne jamais oublier cette image du cerveau qui reçoit aujourd'hui une avalanche d'informations, et le mot n'est pas trop fort. Nous allons maintenant, je vais vous raconter une anecdote. En effet, cette anecdote va nous emmener en Californie. Alors vous devez vous dire, qu'est-ce qu'il va nous raconter là, en Californie, qu'est-ce que c'est Alors voilà, on a imaginé ce que peut être, au niveau de votre cerveau, alors c'est grâce à l'intelligence artificielle que cette expérimentation a pu être menée. Vous allez être surpris du résultat. Et vous allez comprendre beaucoup de choses, de ce qui se passe dans la nuit, et ce qui se passe aussi quand vous vous réveillez le lendemain matin. Alors d'abord, une première chose. Si nous prenions dès notre réveil, je dis bien dès notre réveil, on va être en relation, bombardé d'informations dès que nous commençons à mettre le pied par terre. Alors, on a imaginé que chaque information, qu'est-ce que je dis? Chaque millier d'informations. Oui, c'est beaucoup plus juste. J'étais en train de me tromper. Chaque millier d'informations représenterait un maillon
d'une grande chaîne que nous ferions partir, allez, tenez, de la Tour Eiffel. Allez, nous, on n'est pas en Californie, mais le résultat est le même. On va imaginer que chaque maillon est cette avalanche, cette avalanche d'informations. Eh bien, nous allons faire monter cette chaîne jusque dans l'univers. Savez-vous où se trouve le dernier maillon? Chaque maillon a plusieurs milliers d'informations. Voyez la différence avec la personne de 1925. Eh bien, figurez-vous qu'au moment de vous coucher, si on faisait le tri de ce que votre cerveau a absorbé, eh bien le dernier maillon de cette gigantesque chaîne se trouverait au niveau de l'étoile polaire. Ce n'est pas de moi. Mais je crois que ça nous montre bien ce qu'est cette avalanche d'informations qui nous tombent dessus dès notre réveil. Et qu'on le cherche ou pas, nous sommes submergés, nous sommes noyés sous les informations. Alors, nous allons continuer notre petite promenade. Rappelez-vous ce petit graphique. Eh bien, voyez la différence entre l'homme de 1925 et l'homme de 2025. Je crois que ce graphique, il est tellement parlant, et c'est lui qui peut vous représenter ces maillons de chaîne, plusieurs milliers d'informations. Regardez, quand notre personne de 1925 s'apprête à dormir, il y a ce petit graphique. Mais vous, regardez donc, quand vous vous apprêtez à dormir, regardez la différence dans le graphique. Alors, malgré tout, il ne faut pas dire ce qui n'est pas. En effet, cette société, elle n'a pas que des inconvénients. Absolument pas. Elle a aussi de très nombreux atouts. Et oui, il y a de très nombreux atouts. D'abord, on a une possibilité d'apprentissage qui est bien plus importante que celle du passé. C'est un savoir immense qui est à la portée de chacun. Et en effet, les enfants, quand on parle avec eux, mais ils ont beaucoup plus de savoir que nous avions quand nous avions leur âge. En effet, ça permet une meilleure ouverture sur le monde. Ah, mais tout à fait. Une ouverture sur le monde, et je pense que là, on a, comme vous l'avez vu, on a un accès immédiat à un très grand savoir. Une ouverture sur le monde, une communication qui est beaucoup plus facile avec les autres. En effet, en 1925, on était dans les conversations. Aujourd'hui, on est dans la communication. Et cette société d'information nous permet de communiquer beaucoup plus facilement avec notre entourage, que ce soit dans le monde de la vie personnelle
où que ce soit dans le monde du travail. Alors, cette communication facile va nous permettre de mieux partager nos idées, de pouvoir agir rapidement, de réagir rapidement, et un pouvoir d'expression qui est agrandi. Alors, nous allons naturellement avoir aussi, j'oubliais de vous dire que l'innovation dont on parle beaucoup et partout aujourd'hui, elle est facilitée, ce qui est vrai. Et il y a une autre chose, avant de parler des dangers et des dérives, il y a une autre chose qui peut nous intéresser, qui est en effet l'éveil des consciences. Et oui, on a un éveil de conscience que nous n'avions pas en 1925. En effet, on est au courant de tout. On est au courant de tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, les affrontements, les choses bien aussi, de tous les pays du monde. Alors, nous n'avons pas que des atouts, loin s'en faut. Mais n'oublions tout de même pas ces précieux atouts dont nous allons pouvoir utiliser si nous sommes très présents et si nous arrivons à nous adapter dans ce monde impossible, déstabilisé. Alors, les dangers et les dérives, elles, par contre, sont à prendre en grande considération. En effet, on peut dire que trop d'informations tue l'information et que trop d'informations va nous empêcher de trouver le sens de l'information qu'on cherche à nous transmettre, et surtout, nous allons être dans une perte de repère. Cette perte de repère, on la retrouve dans l'enfance. Alors, naturellement, nous allons avoir la désinformation et la manipulation. Nous allons être dans un état de tension intérieure pour essayer de pouvoir, comment dirais-je, attraper le maximum d'informations possibles des médias, par exemple. Cette tension intérieure porte un nom. Elle s'appelle le stress. Et ainsi, on peut dire que toutes les personnes qu'on rencontre sont pratiquement en état de stress. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop dans l'information. Le stress entraîne une fatigue mentale. Et puis, vous allez avoir aussi, avec la désinformation, la manipulation. Les informations sont faussées, déformées, manipulées. Vous ne trouvez plus la possibilité en vous de vous dire « Ah oui, ça c'est vrai, et ça ne l'est pas ». Pour quelle raison? Parce que nous avons une perte de sens. Aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer le nombre de séminaires de développement personnel, on ne les compte pas, qui proposent de retrouver un sens. On est en train de perdre le sens de la vie. On perd aussi, et dans le monde du travail, ça se sent, mais tous les jours. Moi, je parle avec des chefs d'entreprise,
avec des directeurs de relations humaines, eh bien, ils me disent, les cadres, aujourd'hui, ils ont une perte de repères, ils ont une perte de sens, et surtout, ils sont en train de perdre ce qui est la faculté la plus précieuse, qui est l'esprit critique. Chacun cherche à se protéger de cette désinformation, de cette manipulation. Et on va créer ce qu'on appelle des bulles d'isolement. On va s'isoler. On n'a jamais été aussi isolé que dans le monde d'aujourd'hui. L'impact mental, je vous l'ai dit, c'est le stress, mais c'est surtout dans le monde du travail, dans la scolarité, c'est une perte d'attention. On perd la concentration. Combien de personnes cherchent dans les séminaires divers et variés, dans les différentes vidéos, vous ne pouvez même pas imaginer, vous êtes complètement immergé, submergé par les vidéos qui vous parlent de votre impact mental, qui vous proposent de vous concentrer, d'apprendre à ne plus être aussi dépendant du monde dans lequel vous vivez. Tiens, nous voilà maintenant dans ce qu'on avait tout à l'heure, tout ce qui est neurosensoriel et tout ce qui est la perception des sens. En effet, nous avons énormément de stimuli, sensations. Nous avons, vous avez vu, un nombre inimaginable de stimuli en raison de cette surcharge, de cette avalanche. Je utilise ce terme à 2 ou 3 reprises au cours de ma conférence. Le terme est celui qui est le plus approprié. Donc tout ce qui concerne nos sensations, nos pensées, les sons, les images, les mots, évidemment, vous connaissez ça, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Je ne vais pas naturellement vous apprendre ça. Mais cette, comment dirais-je, cette augmentation pléthorique dont on ne peut même pas imaginer des stimuli dans une journée vont naturellement avoir un retentissement sur le cerveau. Ah, le cerveau. Le cortex préfrontal. Vous avez tous entendu parler, probablement, du cortex préfrontal. On commence à en parler beaucoup aujourd'hui. Le cortex préfrontal n'est pas du tout une découverte récente. Il y a des chercheurs qui se sont attribués cette découverte, mais vous savez, les neurosciences, sur le plus grand nombre des grandes découvertes dont on vous fait part, eh bien ce sont des redécouvertes du passé. Tiens, l'homme de 1925. Et celui qui a découvert le cortex préfrontal, c'est une découverte tout à fait inattendue. En effet, nous sommes en 1890. Voyez, on n'avait pas l'avalanche d'informations. On avait des gens qui avaient le temps de penser, qui se mettaient en pause pour mettre au repos, dans la tranquillité, leur cerveau, pour penser, pour imaginer. Eh bien, il s'agit d'une découverte tout à fait inattendue. C'est un jeune neurologue
écossais du nom de David Ferrier qui est préoccupé par cette avancée frontale qu'il avait constatée dans les boîtes crâniennes. Quand on observe des boîtes crâniennes dans les salons de sciences naturelles, eh bien, d'histoire naturelle, il y a naturellement des expositions de boîtes frontales. Et il était très interrogateur sur la différence qu'il y a entre le front d'un grand singe, entre la tête d'un grand singe et la tête d'un être humain. De l'Homo sapiens sapiens que nous sommes. Et il apprend, tout à fait par coïncidence, en parlant avec l'un et avec l'autre, il apprend qu'en Allemagne, il y a une découverte formidable. On explore le cerveau grâce à un procédé électrique, c'est-à-dire on fait passer dans un cerveau un courant haute fréquence, très basse intensité, ce qui ne représente aucun danger pour le cerveau. Et par contre, on photographie ce cliché lumineux. Et David Ferrier va donc s'inscrire pour faire un stage avec ce procédé lumineux à l'université d'Heidelberg, la grande université allemande Heidelberg. Et David Ferrier va en effet constater ce que personne n'avait remarqué. On confondait le cortex frontal, c'est-à-dire les lobes frontaux, avec cette avancée frontale que nous avons tous, cette toute petite pointe qui est derrière notre front. Et vous allez voir aujourd'hui, eh bien, c'est pas rien. C'est pas rien, cette petite pointe. D'abord, elle est spécifiquement humaine. En effet, aucun être vivant de la création n'a cette petite avancée frontale que M. David Ferrier a appelée cortex préfrontal, c'est-à-dire le cortex qui est en avant du cortex frontal. Mais il va falloir s'entendre. Pour quelle raison? Ben parce qu'on ne fait pas ce que l'on veut. En effet, les neurosciences sont, comment dirais-je, sont figées en 1890. Et toute grande découverte qui nous rend trop spécifiquement humains est systématiquement empêchée. Ce qui fait que si on acceptait que l'être humain puisse avoir une très forte différenciation par rapport au grand singe, par exemple, eh bien, il va y avoir un grand remue-ménage. En effet, on va remettre en question énormément de choses, car ce cortex préfrontal, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail, ce cortex préfrontal est une organisation cérébrale unique. Le cortex préfrontal est le chef d'orchestre de tout l'ensemble des fonctions du cerveau. Ceci est prouvé depuis 2010 grâce à la neuroimagerie. Et on va parler justement de cette exploration grâce aux moyens les plus modernes et qui nous prouve que, en effet, cette petite avancée frontale, eh bien, c'est le chef d'orchestre de toutes les fonctions
et les fonctionnalités de notre cerveau. C'est aussi la commande générale de tout ce qui est neurologique, tout ce qui va être nerveux dans le corps, c'est-à-dire les relais nerveux, les fameux plexus, eh bien, ils sont sous la commande générale de ce cortex préfrontal. Nous allons donc, voyez-vous, ce cortex préfrontal, il a un fantastique pouvoir, celui de faire le tri et la sélection dans tout ce qui est les pensées, les habitudes, les croyances, mais aussi, et c'est le sujet qui nous intéresse ce soir, les informations. Mais un cerveau tout seul n'a absolument aucun pouvoir de tri, de discernement. Ça, c'est une vraie information, c'est une bonne information qui va me servir, qui est essentielle pour moi, qui est utile, ou au contraire, c'est une information qui surcharge mon cerveau, c'est une information qui est toxique, c'est une désinformation et qui cherche à nous manipuler. En effet, c'est notre esprit, ce fameux esprit dont tout le monde parle, dont on ne sait pas très bien ce que c'est la force dynamique de la vie. Eh bien, s'il n'y avait pas cette force dynamique de la vie qui dirige le cerveau, j'ai appelé moi-même cette relation esprit-cerveau, je lui ai donné un nom, le tandem de l'esprit et du cerveau. En effet, l'esprit, c'est celui qui pilote. Le cerveau, c'est celui qui pédale. Eh bien, c'est exactement cela. Je vous raconterai, tout à l'heure, je vous raconterai comment ce concept m'est venu à l'esprit. En tout cas, le cortex préfrontal, il a le pouvoir. Ce soir, je crois vous devez avoir une résonance très forte quand je vous dis cela. Vous avez le pouvoir de ne pas vous laisser manipuler par les informations ou par les personnes. Vous avez le pouvoir en vous de faire le tri, la sélection. Ça, c'est utile. Ça, c'est essentiel. Je garde. Immédiatement, la machine met en mémoire ce que vous avez décidé de garder. Alors, ce tandem, c'est la personne, c'est-à-dire esprit et cerveau, c'est la personne elle-même. Ainsi, c'est votre cortex préfrontal qui a ce pouvoir. Et pour ceux qui sont intéressés par le travail avec ce cortex préfrontal, pour apprendre à discerner, pour apprendre ça, pour moi c'est vrai, ça, pour moi, ça ne l'est pas. Ça, c'est une bonne information, je la garde. Mon cerveau exécute et la garde en mémoire. Ça, par contre, c'est une information toxique, c'est une information inutile, c'est une information envahissante, c'est une information intrusive. Je n'en veux pas. Eh bien, votre cerveau a le pouvoir de faire ce tri, cette sélection, et de détruire ce qui sera pour vous inutile et toxique. Pour ceux qui voudront,
Donc, je propose un atelier pratique pour travailler avec son cortex préfrontal. Alors, évidemment, nous arrivons sur cette notion d'information essentielle. Comment arriver à discerner ce qui est utile pour moi et ce qui est inutile? La surinformation va vous entraîner dans cette inutilité. La désinformation, ce sont les informations dans lesquelles vous ne pouvez pas vous reconnaître. C'est un conditionnement permanent où vous êtes incapable de reconnaître le vrai du faux. Trop d'informations tue l'information. Rappelez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure. En effet, nous sommes dans un trop-plein d'informations. Alors, sur un trop-plein d'informations, notre cerveau n'arrive plus à s'y retrouver. Les premiers signes sont d'abord, je crois, tout ce qui va être les troubles de l'attention. En effet, ce surplus d'informations occasionné par les réseaux sociaux, par exemple, par tout ce qui va être les écrans, nous allons constater que les enfants et aussi les adultes ont une perte, mais très significative, de l'attention. En effet, on n'arrive plus à fixer son attention. Eh bien, c'est cette surinformation qui vous provoque ces troubles de l'attention. Vous n'arrivez plus à mémoriser correctement. Vous n'arrivez pas à retrouver dans les exercices que je vais proposer, on va aller faire remonter à la conscience des informations qui sont importantes pour vous. Comment arriver à faire ce tri et cette sélection? La mémoire se sature. Rappelez-vous la fameuse chaîne des milliers d'informations par seconde. À la fin de la journée, le dernier chaînon se trouve au niveau de l'étoile polaire. Vous vous souvenez? Je vous l'ai raconté en détail. Alors, il y a une confusion. On perd ses repères, on ne sait plus où on en est. On oublie. On saute les détails. Les détails n'ont de moins en moins d'importance. Quand, au contraire, tout ce qui va être une vue d'ensemble nous sera quasiment impossible. Autrement dit, vous allez avoir de très grosses difficultés d'organisation, de gestion, de méthode pour les personnes dans leur travail. Les enfants vont avoir alors, eux, perte d'attention, perte de concentration, difficulté d'attention sur un sujet. On passe d'un sujet à un autre. On ne lit plus. On est là sur les vidéos. Alors, pour quelle raison? Pour quelle raison la mémoire se sature? Eh bien, je vous l'ai dit. C'est parce que l'attention, elle n'est plus ce qu'elle était. On est loin d'être l'homme de 1925. Notre attention est fracturée, fragmentée. Nous
nous avons, vous allez avoir d'abord une première conséquence, vous allez vous fatiguer. Vous allez devenir beaucoup plus irritable. Vous allez perdre progressivement l'appétit. Vous allez avoir des difficultés d'endormissement. C'est fou le nombre de personnes qui ont des problèmes de sommeil aujourd'hui. En effet, vous allez, sans vous en rendre compte, à cause de ce surplus d'informations, par cette surcharge du cerveau, vous allez épuiser vos réserves nerveuses. D'abord, vous allez tirer sur les réserves nerveuses. Puis, vous allez aller jusqu'à l'épuisement nerveux. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes, c'est ce que me disent des médecins que j'accompagne, ils me le disent eux-mêmes, que dans leur consultation, c'est fou le nombre de personnes qui ont un épuisement nerveux. Souvent, on passe outre. Alors cet épuisement nerveux, c'est lui qui va provoquer baisse d'énergie, baisse de concentration, on va commettre des erreurs, et surtout, une chose importante, c'est là où commence un état de conscience sous tension extrême que l'on appelle le stress. Et si l'on continue à tirer sur ces réserves nerveuses, le cerveau a beaucoup de difficultés à se recharger en énergie. Et de ce fait, eh bien, vous allez aller, jusque pour certaines personnes, jusqu'au burn-out. Le stress. Ah, le stress. Tout le monde en parle. Qu'est-ce que c'est que le stress? Eh bien, le stress, contrairement à tout ce que vous entendez autour de vous, c'est un changement d'état de conscience. C'est un état de conscience qui apparaît sous tension nerveuse. C'est un état de conscience, le stress. C'est pas une émotion, le stress. Alors le stress, lorsqu'il devient excessif, il va provoquer d'abord des craintes. Puis, si on continue à saturer notre cerveau, ça se fait pas en 24 heures, ce que je vous raconte. C'est lorsque jour après jour, on est devant tous les médias qui nous sont proposés, on est devant des écrans et on ne se rend pas compte. Mais cet épuisement nerveux, alors qu'il provoque en premier temps le stress, va aller beaucoup plus loin dans la profondeur. Nous ne sommes pas dans les émotions. L'anxiété, c'est un état de conscience. Nous allons éprouver quelque chose qui va vous surprendre. En effet, quand nous sommes dans une saturation d'informations, vous avez un signe d'alerte. Combien d'entre vous vont réagir à ce signe d'alerte? Eh bien, ce signe d'alerte, c'est la frustration. La frustration se traduit par des colères rentrées, par un état de nervosité excessif. Et naturellement, vous allez déséquilibrer votre système neurovégétatif. Vous allez déséquilibrer votre système nerveux. Nous avons 3 systèmes nerveux. Le premier système nerveux, celui que tout le monde connaît, c'est le système nerveux central, que tout le monde connaît.
quand on est dans les sciences. Le système nerveux central, c'est celui du cerveau. Vous avez le système nerveux périphérique, c'est celui du corps. Ah bon? Le corps a un système nerveux qui lui est propre absolument. Et ce système nerveux, c'est la moelle épinière qui le permet. Mais vous avez un troisième système nerveux. Et celui-là, c'est le moins connu. C'est celui qui pose encore à la neurologie, aux chercheurs en neurosciences, des énigmes. C'est ce qu'on appelle un système nerveux autonome. D'abord pourquoi il est autonome? Eh bien parce qu'il est hors champ de conscience. Ensuite, vous avez quelque chose d'autre à propos de ce système nerveux autonome, c'est tous les troubles neurovégétatifs. Donc ce qui fait que, naturellement, le stress, l'anxiété, les frustrations, eh bien c'est justement lorsque votre système autonome ne fait plus ses fonctions correctement. Et qui commande, qui dirige, qui assure ces fonctions et ces fonctionnements de ce système autonome, eh bien c'est votre centre frontal, c'est-à-dire la partie centrale de votre cortex préfrontal. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Je vais vous parler d'une méthode. Et une méthode que probablement beaucoup d'entre vous connaissent. C'est la méthode BMB 2.0. Depuis sa création en 1973, j'en suis le concepteur, et depuis 1973, nous avons eu 5 versions. Et je pense aujourd'hui que la méthode 2.0 va permettre une certaine protection. Je dis bien une protection qui va permettre une clarté de la conscience dans un monde que vous avez découvert ce soir, qui est un monde difficile, qui est un monde où s'adapter devient presque du non possible, où faire une pause, c'est hors de question, où tout doit aller très vite, et où tout va très vite, où on bouscule tout. Eh bien, la méthode BMB 2.0, je peux vous le garantir, vous permet de vous protéger de la surinformation et surtout de la désinformation. Car cette méthode va permettre, elle a été testée, je ne le savais pas, elle a été testée récemment par un groupe de médecins qui ont constaté, je ne le savais pas, hein, ils m'ont appris cela, et je peux vous dire que depuis que je sais ça, eh bien je me rends compte que c'est une magnifique, une puissante méthode qui nous permet de mieux vivre le monde d'aujourd'hui. Cette méthode a été comparée à 5 méthodes et voici la conclusion, 5 méthodes qui permettent l'auto-hypnose, c'est-à-dire une forme d'hypnose qui se fait par la personne elle-même, avec les mêmes résultats
que l'hypnose quand on s'adresse à un hypnothérapeute. Alors, voici cette méthode. Vous allez comprendre pourquoi elle peut vous protéger de la surinformation et de la désinformation. Et surtout, cette méthode est une méthode qui correspond à tous les moments de la vie. Donc, lorsque vous commencez cette méthode, et d'ailleurs, je vais proposer pour tous ceux qui voudront la commencer, ou ceux qui voudraient encore l'approfondir, cette méthode, eh bien, profitez justement des vacances pour pouvoir vous y mettre. Alors, voici, d'abord vous aurez la rythmicité du cerveau qui provoque un champ de conscience. Vous avez des niveaux de conscience, des états de conscience, tiens, le stress, l'angoisse, l'anxiété, et vous allez avoir le ressenti et les différentes étapes. Alors d'abord, il y a une première chose, regardez cette pointe. Laissons de côté tous les chiffres, laissons de côté tout ce qui est là. On voit par exemple que cette pointe, eh bien, quand vous êtes en saturation de votre cerveau par un surcroît d'informations et surtout par une désinformation, eh bien, vous êtes dans cette pointe. Et regardez bien, le champ de conscience a une altération. En effet, le niveau de conscience est altéré et perturbé. Vous connaissez ça, le mal-être et l'état de stress. Eh bien, c'est cette pointe. Autrement dit, je vous ai parlé tout à l'heure d'une bulle d'isolement, rappelez-vous. Vous êtes comme si vous étiez isolé dans une bulle où vous vous intéressez qu'à ceux qui pensent comme vous. Et puis, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'arrivez pas à sortir de fatigue. Vous n'arrivez pas à sortir de frustration. Vous n'arrivez pas à sortir de déception, de découragement. Alors, la méthode, elle est là. Elle débute à partir de la base de ce triangle. Regardez bien. Au fur et à mesure où vous vous entraînez, vous augmentez le champ de conscience. Le cerveau diminue son rythme d'activité, c'est très important. Plus il est dans ce triangle, plus il est en surfonctionnement. Ainsi, vous pouvez constater qu'au fur et à mesure où vous vous entraînez, vous élargissez, vous agrandissez votre champ de conscience. On obtient cette manifestation de la conscience très rapidement lorsque nous entraînons régulièrement. Nous sommes dans une phase active. Nous sommes dans un état de conscience qui nous permet d'avoir de l'attention, de la concentration. Ça nous permet d'avoir accès à la mémoire. Ainsi, vous voyez que cette méthode vous protège de tout ce que je vous ai décrit dans ce que peut provoquer un surcroît d'informations. Alors on peut voir qu'on se sent mieux. On est dans le mode travail, l'attention est bonne, la concentration est bonne également. Et si nous continuons à nous entraîner, alors nous allons encore élargir et encore agrandir le champ de notre conscience. Plus vous élargissez, plus vous allez changer d'état de conscience. Et là, regardez bien,
quand vous êtes à ce niveau-là, vous vous sentez détendu et reposé. Quand je vous ai proposé tout à l'heure un moment de pause, eh bien voilà, quand vous vous entraînez avec la méthode BMB 2.0, vous obtenez une capacité immédiate à comment dirais-je, une détente, alors légère, attention, on n'est pas dans une technique de relaxation profonde, hein, mais on est en train de pouvoir s'arrêter, se poser. Toutes les personnes qui s'entraînent régulièrement, quand elles atteignent ce niveau de conscience, eh bien, reconnaissent qu'elles sont capables de faire une pause dans un moment où tout est bousculé, où tout est rapide autour d'eux. Eh bien, ils arrivent à se protéger de la rapidité, de cette bousculade de ce monde qui est dominé par l'information. Si nous continuons à nous entraîner, alors le champ de conscience va encore s'agrandir au point que on va avoir un champ de conscience qui va commencer à se tourner vers le monde intérieur. Regardez bien, quand je vous ai parlé tout à l'heure, nous sommes exactement dans le processus de l'hypnose et surtout avec la méthode d'auto-hypnose. Ainsi, nous commençons déjà ici, après quelques temps d'entraînement régulier, alors nous pouvons constater que nous sommes dans un état que l'on appelle modifié de conscience. Le stress n'a plus du tout de place. Déjà, dès la veille restreinte. Mais alors là, on a un calme, une paix, une tranquillité d'esprit qui peut surprendre. À ce niveau de conscience, vous êtes dans une relaxation physique et mentale. Si vous continuez à vous entraîner, pour ceux qui ont la méthode, c'est une excellente révision ce que je vous fais faire là. Et c'est surtout en disant, bah tiens, j'avais pas tout à fait réalisé ça. Et alors là, plus je vais changer d'état de conscience, c'est-à-dire que mon cerveau va ralentir considérablement. C'est ce qu'on appelle le rythme alpha. Tiens, pour certains, ils ont déjà entendu de ça. J'ai déjà entendu parler, moi, de ce rythme alpha. Eh bien, le rythme alpha, c'est un rythme modifié de conscience qui entraîne un bien-être et surtout, va libérer l'esprit de tout ce qui l'a encombré. Ça va libérer l'esprit de la surcharge d'informations. C'est pas rien ce que je suis en train de vous montrer. Pourquoi ? Parce que là, vous arrivez dans un état encore plus profond, modifié de conscience. Et là, grâce au lâcher-prise, vous allez pouvoir libérer votre esprit. Je libère mon esprit dans un vrai, dans un grand, dans un profond lâcher-prise. Eh bien voilà, grâce à la méthode BMB 2.0, vous allez constater, et tous ceux qui s'entraînent régulièrement peuvent vous le confirmer, nous sommes dans un état de bien-être. On nous parle du bien-être partout, un état de bien-être et surtout de lâcher prise. Alors maintenant, nous arrivons à un état amplifié de conscience.
c'est les rêves, la rêverie, c'est les rêves semi-éveillés, et c'est surtout un état modifié, très profond de conscience, qui nous permettent d'accéder à l'état hypnagogique, c'est-à-dire l'hypnose. Et ici, eh bien, nous allons atteindre le niveau le plus profond de notre conscience. Parce qu'après ce niveau très profond de conscience, alors c'est tout ce qui nous est inconscient. Voilà une petite promenade, et en tout cas, c'est certainement la meilleure méthode, c'est celle que je pratique pour me protéger moi-même de cette surinformation et surtout de cette terrible désinformation. Je dis bien moi-même, hein. Je pratique tous les jours cet entraînement et je peux vous garantir que nous sommes vraiment protégés. Voilà, nous arrivons à la fin de notre conférence. J'espère que je vous ai apporté un certain nombre d'excellentes informations que vous n'avez pas vécues à cause de ce que je vous ai proposé, une surinformation. Et en tout cas, soyez sûrs qu'il n'y a eu aucune tentative de désinformation. Je vous souhaite une très belle période de vacances. Entraînez-vous bien pour ceux qui pratiquent la méthode BMB 2.0. Entraînez-vous et vous verrez combien vous avez de possibilités avec cette formidable méthode. Je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour ceux qui veulent apprendre à travailler avec leur cerveau, à ceux qui veulent apprendre à utiliser le tandem esprit et cerveau. Alors je leur propose un atelier pratique au cours duquel ils apprendront à faire remonter à la conscience des expériences, des souvenirs, des croyances et même aussi des informations. Je vous dis à très vite, au revoir et belles vacances à tous.